Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le gouvernement tient bon pour l'instant. On ouvre ce journal avec le budget 2025 adopté par l'Assemblée nationale hier et voté par le Sénat aujourd'hui. Mais tout cela ne s'est pas fait sans heurts. Et oui, budget adopté mais gauche divisée après les deux 49.3 dégainés par François Bayrou lundi dernier. 2 motions de censure ont été déposées par LFI puis votées par LFI, les communistes et les écologistes, mais pas par le PS qui a préféré rejeter ces motions de censure, tout comme le RN, au profit de la stabilité de l'État. Et cela ne passe pas pour les insoumis. La députée LFI Mathilde Panot considère que le PS a rompu avec le nouveau Front populaire. Écoutez. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. La députée Mathilde Panot raccord avec le leader de son groupe, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cachait pas sa colère hier lors de son meeting à Agen. Rappelez-vous-en tous, à toutes les élections, nous ne voulons pas être confondus avec eux. C'est plus Olivier Faure qui dirige le PS. François Hollande, sors de ton bois. Assume. Si vous décidez de rompre avec nous, dites-le. Ne faites pas semblant que la rupture vous est imposée. C'est vous qui avez rompu. Et réponse du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef de file du NFP. Comprendre, ce n'est pas lui qui décide. L'avis d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Il n'y a pas de chef au NFP. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire. Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune légitimité sur qui que ce soit. Et donc, moi, je considère que le Front populaire est une coalition où chacun conserve sa propre autonomie et où nous devons continuer à conserver cet esprit qui a permis d'éviter le pire le 7 juillet. Des querelles au sein de la gauche qui se sont en plus cristallisées autour de cette affiche depuis sa mise en ligne. Une affiche qui fait polémique depuis hier soir sur les réseaux. Elle montre Olivier Faure dos à dos avec Marine Le Pen, suggérant une alliance entre le PS et le RN. Un délire qui banalise l'extrême droite selon Alexis Corbière. Un ex-communié de LFI apparenté écologiste désormais, Olivier Faure demande des excuses. Et le chapitre du budget n'est pas totalement clos car il reste encore la partie recette du budget de la sécurité sociale. Oui, et François Bayrou va engager aussi la responsabilité du gouvernement en utilisant le 49.3. Même scénario attendu. LFI a annoncé qu'il déposerait donc une motion de censure. Donc toujours sur la santé, face à l'épidémie de grippe très virulente cette année, la vaccination des enfants est-elle possible? Eh bien oui, mais de nombreux parents l'ignorent. Seuls 20% des parents sont au courant. Depuis 2023, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner tous les enfants de plus de 2 ans. L'objectif, empêcher les enfants de transmettre le virus aux personnes les plus âgées dans les familles, comme l'explique le docteur Trabelsi, médecin généraliste à Paris, au micro d'Antoine Liffaut sur RTL. Ça va être plutôt par rapport à la protection des adultes et des personnes qui vivent dans le foyer qu'on vaccine les enfants. C'est pas par rapport à l'enfant lui-même qui ne risque pas grand-chose en soi. La vaccination chez l'enfant, elle est plutôt recommandée vraiment chez l'enfant qui présente une fragilité. Alors même s'il s'agit davantage de protéger les plus âgés, certains enfants sont fragiles et seuls 14% des enfants à risque sont aujourd'hui vaccinés. Alors pourquoi les parents ne sont-ils pas au courant, Charlet? Eh bien en raison notamment d'un manque de communication des autorités sanitaires auprès du grand public. Les campagnes de vaccination contre la grippe n'évoquent que les personnes à risque en premier lieu, donc les personnes les plus âgées. Les enfants ne sont jamais cités, sauf ceux atteints de pathologies particulières. Pour rappel, le vaccin est pris en charge à 65% pour les enfants sans facteur de risque. Dans le reste de l'actualité, ce chiffre préoccupant en France, 10% des établissements scolaires sont aujourd'hui vétustes. Oui, tantôt des plafonds effondrés, tantôt des fissures ou des fuites. Et le phénomène prend de l'ampleur. La semaine dernière, des professeurs d'une école maternelle fissurée de toutes parts à Marseille ont exercé leur droit de retrait. Il s'agit de l'école Saint-André-Boisseau. Une maman d'élève a décrit l'état de cette école au micro de Marie Bonnet-Blanc sur RTL. Écoutez. À l'intérieur, c'est délabré. Il y a des fissures dans les classes. Les escaliers, il y a des fissures sous les escaliers qui bougent. Et dont les enfants montent et descendent pour aller faire la sieste, la cantine, la récréation. Il y a des enseignants qui travaillent avec des portes de la classe ouvertes parce qu'ils ont peur de l'écroulement. Mais vous vous rendez compte quand même que même s'ils travaillent avec la porte ouverte, est-ce que eux-mêmes pourront sauver 15 enfants ?
Pas de risque d'effondrement, assurent les rapports d'expertise selon la mairie. Marseille n'est pas un cas isolé, même si l'exemple revient souvent. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, près d'un établissement sur 10 est vétuste en France. Autre exemple, du côté d'Épinay-sur-Seine, en Ile-de-France, cette fois, c'est un élève qui raconte au micro d'Hortense Crépin sur RTL. Parfois, les toilettes sont bouchées. Un jour, le plafond s'est effondré. Dans la salle d'en face, il y a des fuites dans les toilettes, dans les couloirs. Et parfois, il n'y a pas de chauffage. On a froid. C'est pas un collège très correct. Et oui, les établissements se font vieux. Ils ont tous été construits, la plupart, entre les années 50 et 80, en réponse au baby-boom et à l'urbanisation croissante. Aujourd'hui, cette nécessaire rénovation du bâti relève des compétences des collectivités. Les solutions sont donc de leur côté. En Ile-de-France, notamment, un plan de rénovation sur 10 ans a été lancé en 2017. Plus de 6,5 milliards d'euros pour rénover les lycées. L'État peut aussi jouer un rôle financier dans cette rénovation. C'est ce qu'il a fait à Mayotte ou à Marseille en ce moment. Mardi dernier, on en a parlé dans ce journal, 2 élèves ont été grièvement blessés par des jeunes dans leur établissement ou à proximité. C'était le cas de ce collégien roué de coups à Bobigny et de ce lycéen poignardé à l'abdomen à Bagneux. Alors que faire face à cette violence entre les jeunes? Alors une violence qui n'a pas spécialement augmenté avec les années, la tendance est même à la baisse si l'on en croit le bilan statistique du Code de la justice pénale des mineurs. Le nombre de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires a été réduit de 25% entre les années 2019 et 2022, même si ce chiffre est à nuancer, attention, car tout ne se résume pas au nombre de procès et de mises en cause pour mesurer cette violence chez les jeunes. Tous les faits de violence ne sont pas toujours rapportés, cela reste donc assez difficile à évaluer. Quelle réponse à apporter néanmoins pour la sociologue Audrey Tecco, spécialiste des sociabilités et déviances juvéniles? Il y a une véritable difficulté de coopération entre les institutions. Et dans ce contexte, parfois, ce sont les jeunes eux-mêmes qui viennent apporter des solutions. Écoutez, elle était au micro de France Culture ce matin. Il y a des jeunes que j'ai accompagnés pendant 9 mois qui avaient 13 ans quand ils ont fait l'expérience de 2 deuils successifs dans des décès liés aux violences entre bandes, et donc ils ont décidé, et ça ils le disent dans la raison d'être de leur association, partie du constat que les acteurs autour de nous sont en difficulté et partie aussi du constat que nous sommes les principaux concernés. C'est un problème qui provient de la jeunesse et nous sommes les plus à même donc d'y répondre. On décidé de se constituer en Junior Association pour aussi ritualiser leur expérience de deuil, et donc ont développé un certain nombre d'actions, des maraudes interquartiers, des maraudes interterritoires, où finalement des jeunes de cités rivales se réunissent pour préparer des repas, pour les distribuer ensuite. Ensuite, ils vont aussi témoigner dans les collèges à l'aide de leurs courts-métrages pour sensibiliser la jeunesse sur cette question. Si vous voulez en savoir plus sur cette question de la violence des mineurs, vous pouvez réécouter la question du jour de Marguerite Caton sur France Culture, un podcast. Une vaste opération de contrôle des chauffeurs de cars scolaires qui a été menée dans toute la France depuis ce lundi. Elle continue après ce grave accident à Châtendin en Eure-et-Loire. Un accident qui a fait jeudi dernier un mort, une jeune lycéenne de 15 ans et plusieurs blessés. Le conducteur avait été contrôlé positif aux stupéfiants sur près de 9000 contrôles réalisés à la demande de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. 49 chauffeurs de cars scolaires ont été testés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool. Ils seront tous jugés en attendant leur permis est suspendu. Ces opérations de contrôle se poursuivront dans les semaines à venir. Côté culture, plus que 2 jours pour profiter du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand avec vos enfants. Oui, car ces séances Kids ont été pensées pour eux à partir de 4 ans. Au programme, des dizaines de films dans cette catégorie, dont Burke, réalisé par le Villeurbanais Loïc Espuche, qui va défendre les couleurs de la France aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Elle a également été sélectionnée pour les Césars. Une belle histoire de vacances d'enfants dans un camping et puis du premier baiser, bande-annonce. C'est dégoûtant.
mais dégueu. Et voilà, le festival du court-métrage international à Clermont-Ferrand à vivre, à découvrir en famille jusqu'au 8 février. Merci beaucoup, Shirley.